Certains d'entre vous sont peut-être en vacances actuellement et ce soir on va s'interroger justement sur nos manières de voyager. Faut-il ou faudra-t-il voyager moins et mieux? Faudra-t-il continuer à explorer le monde à l'heure où l'on parle quotidiennement de changement climatique? Et puis comment faire face également au surtourisme, le nouveau cheval de bataille de certains pays et de certaines villes. Et pour en parler avec nous, deux des meilleurs experts en matière de voyage. Bonsoir Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef du magazine professionnel L'Écotouristique et vous avez également sorti Voyage au pays du surtourisme aux éditions de l'Aube. Et on reçoit également Gavin Clémenti-Ruiz, secrétaire général des célèbres guides du routard. Merci à tous les deux d'aborder ce sujet toujours aussi passionnant. Linda Lenné, je commence avec vous. Est-ce que tout d'abord, est-ce que l'on a des premières tendances sur cette année 2025? Pourquoi je vous pose cette question? J'aimerais savoir si, selon vous, les voyageurs ont commencé à modifier leurs habitudes. On commence à avoir de premières tendances 2025, mais c'est encore un peu tôt. Nous sommes juste au tout début du mois d'août, donc il faudra attendre la fin de la saison pour avoir vraiment une vision globale. Par exemple, la semaine dernière, j'ai échangé avec la Fédération nationale des terrains de camping en France. Et pour l'instant, en fait, sur la saison allant du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, le nombre de nuitées est en progression de 2%. Donc ça veut dire que la saison pourrait être néanmoins acceptable, même si le mois de juillet est en retard. Gavin Clémenti-Ruiz, est-ce qu'on a des pays, des destinations dans le monde qui ont la cote actuellement? Est-ce que vous arrivez avec les ventes de vos guides à avoir certaines tendances? Et oui, c'est ça, c'est le secret. On voit les chiffres de vente des routards chaque semaine. Et en effet, là, on voit tous les ans, c'est vrai qu'il y a le pourtour méditerranéen qui cartonne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Croatie et des petits nouveaux, la Slovénie qui arrive. Par exemple, on a sorti le guide l'année dernière au routard Slovénie exprès parce qu'il y avait une demande. Ça commence à venir. Et il y a des surprises parfois, et depuis quelques années maintenant, le Japon toujours qui marche très très fort, le yen qui est un peu diminué, donc on est un peu plus avantagé quand on part là-bas. Il y a des désaveux, ça c'est l'Amérique, on le voit aussi. Qui est en train de baisser. Carrément, on a vu, il y a vraiment un effet anti-Trump. C'est vrai qu'on est assez engagé au routard, donc nos lecteurs le sont aussi, donc on le voit. Et sinon, il y a des surprises parfois, le Vietnam qui marche toujours très très fort et qui revient dans la course, et comme ça, même hors saison un peu, ça marche toujours très très bien. Gavin Clémenti-Ruiz, est-ce que vous pensez justement que sur ces nouvelles destinations comme la Slovénie ou le Vietnam qui revient en force comme vous disiez, est-ce que justement il y a une idée pour les voyageurs d'aller dans des destinations où il y a moins de monde, où justement le tourisme de masse est moins présent? J'ai donné ces destinations, mais il y a la France aussi qui est quand même la première destination française pour les touristes français, et pour nous en termes de vente, c'est vrai que c'est très très fort, et on voit un changement peut-être des habitudes. On part peut-être moins longtemps, plus souvent, et peut-être moins loin aussi. Et, on a parlé de micro-voyage. J'ai lu ce livre là il y a quelques jours de Rémi Oudguiri qui parle de micro-voyage. On part plus loin. On parle aussi de micro-aventure. Nous, on a sorti un routard justement sur ce genre de petites aventures. Le vélo cartonne. On a sorti la France à vélo, l'Europe à vélo, et ça marche très très bien aussi pour ce genre de destination où peut-être on souffle un peu le slow travel, l'itinérance douce comme on l'appelle. C'est vrai que ça a tendance à la cote. Mais Linda, pour rebondir sur ce que dit Gavin Clémenti-Ruiz, est-ce que selon vous, le vélo, donc les destinations de proximité, est-ce que c'est aussi des enjeux liés à l'écologie qu'il y a pour les voyageurs, selon vous? Bien sûr. Déjà, pour compléter ce que disait Gavin, c'est vrai que l'été, la destination France arrive toujours en tête. Et ensuite, ce sont des destinations soleil. Donc l'Espagne, la Grèce, la Tunisie, le Maroc. Néanmoins, puisque vous me demandiez des tendances, pour l'instant, les ventes sur l'été sont plutôt en recul par rapport à l'année dernière. S'agissant de l'itinérance douce, Gavin le disait à l'instant, il y a effectivement une traction pour un voyager mieux, un voyager plus responsable, et ça se traduit par de nouveaux comportements. Par exemple, au niveau de l'avion, les autorités en France ont constaté que sur les vols intérieurs, en fait, la demande avait baissé de 14% entre 2017 et 2023. Maintenant, au niveau du train, on voit également que la SNCF, en fait, observe année après année une progression. Ça, c'est en France, mais à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on voit des changements, des changements au niveau du comportement des voyageurs? À l'échelle mondiale, c'est plus discutable. Ça dépend beaucoup des pays. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. L'année dernière, à l'échelle mondiale, justement, selon ONU Tourisme, il y a eu 1,4 milliard
de touristes internationaux. On a retrouvé le niveau de 2019. Donc, ça veut dire que malgré le Covid, malgré la coupure justement liée à la pandémie et malgré ce qu'on estimait être de nouveaux comportements, eh bien finalement on a retrouvé les chiffres d'avant. C'est aussi parce que un certain nombre de voyageurs deviennent finalement des personnes qui appartiennent aux classes moyennes, en Asie notamment, et donc goûtent, comme les Européens, au plaisir du voyage à l'international. Gavin Slément-Terruis, donc à partir de ce constat, on comprend que certaines villes mettent en place effectivement des quotas. On parle de l'île de Bréa, par exemple, en France. Venise, qui également essaye de se protéger au maximum. Les exemples, ils pullulent chaque semaine d'endroits. Il y a des nouvelles destinations qui imposent peut-être des quotas. Il y a l'île de Bréa, il y a la calanque de Sugiton. Il faut s'inscrire la veille pour aller visiter. On voit à Venise, il faut payer. Il y a une taxe journalière pour ceux qui restent un jour seulement. Donc voilà, oui, il y a plusieurs façons de limiter. C'est vrai qu'au Routard, nous, on n'aime pas les contraintes comme ça. Nous, ce qu'on a essayé de faire à notre niveau, c'est de créer des pas de côté. C'est vraiment ça. Vous avez envie d'aller au Mont-Saint-Michel, on va vous conseiller peut-être de changer la destination. Allez-y peut-être en mai plutôt qu'en plein mois de juillet. Plus tard le soir, quand les gens commencent à partir. Quand c'est pas faire du voyage en décalé, en Exactement. La désaisonnalisation, c'est pas facile à dire, mais en gros, essayer de changer sa destination. Et puis, il y a tellement de beauté à côté de chez soi. On dit souvent que 5% des touristes, 95% des touristes vont sur 5% du territoire. Ça veut dire quand même qu'il y a 95% du territoire qui est à voir. Donc, vraiment, faites le pas de côté, osez l'aventure, prenez un guide, le Routard. Et je voulais vous montrer un exemple avec un reportage de nos confrères de France Télévisions, un exemple pour montrer que les voyageurs essayent également de mettre la main à la pâte pour aller en faveur de l'écologie. Ça se passe à Copenhague, au Danemark. Là-bas, il y a une action originale qui a été mise en place. La ville récompense justement les visiteurs s'ils prennent soin de la ville. On regarde. À Copenhague, les célèbres canaux se visitent de deux façons. À bord des traditionnels bateaux pour touristes ou bien sur des kayaks verts. Tiens, moi, attrape ça, c'est une horreur, regarde. Oh. Ah ouais, là, il y a de quoi faire, là. Hein. Thomas et son fils de 8 ans ramassent tous les déchets qu'ils trouvent. En échange, pas de location à payer. Nettoyer les rives de la capitale danoise, mais aussi visiter la ville, prendre du bon temps. Je le recommande à tous les touristes. C'est vraiment le meilleur moyen de profiter de la ville. Mais pour que ça reste beau à naviguer, il faut aussi prendre un petit peu de temps pour ramasser les déchets de temps en temps. Donc ça va ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est les deux faces d'une même pièce. 2 heures de promenade gratuite sur l'eau, en contrepartie, 14 kilos de détritus récoltés. Certes, la bonne action ne résoudra pas la pollution dans les canaux, mais pour l'organisateur, ce n'est pas le but. Vous allez forcément changer votre état d'esprit quand vous commencez à sortir les déchets de l'eau. Ça vous touche. Récompenser les touristes respectueux de l'environnement, l'opération s'appelle Copenpay. Désherber les abords d'un restaurant, à la clé, un repas offert. Une entrée de musée gratuite en échange d'un sac de déchets collectés. Sur les plages au nord de Copenhague, c'est le vélo qui est gratuit pendant 1 heure. Louis vient du Mexique. Certes, la mer n'est pas aussi turquoise que dans son pays, mais il ne s'attendait pas à ce qu'on lui offre cette balade en 2 roues. C'est la surprise de mon voyage. C'est ce qu'il y a de mieux. Ce cadeau, Louis l'a obtenu parce qu'il a pris le train et non la voiture pour se rendre là. Il suffit de montrer son titre de transport pour récupérer un vélo. À 1 heure de Copenhague, cette Française aide à fleurir les massifs de la ville. Des fleurs de bleuet, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est écrit en danois. En contrepartie, visite gratuite du château de Kronborg qui a inspiré le Hamlet de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Avec Copenpay, le Danemark veut encourager le tourisme vertueux. Gavin Slément-Terruis, vous voyez séduit par cette opération mise en place à Copenhague. C'est génial, ça. Il y a une vraie demande pour cet écotourisme. Et en fait, là, on voit Copenhague, mais je l'ai vu en Indonésie, je l'ai vu à Bali, notamment sur les îles Gili qui sont quand même assez polluées avec tous les plastiques. Eh bien, on ramasse les plastiques sur la plage et on compense avec, en effet, d'autres atouts pendant le tourisme. On joint l'utile à l'agréable, je trouve. Linda Lenné, ce genre d'exemple, ils vont se multiplier, selon vous, à l'avenir? Alors,
on a bon espoir qu'il se multiplie. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a beaucoup identifié le tourisme comme un secteur qui est destructeur de valeur. Or, là, en fait, typiquement, dans cet exemple-là, on voit qu'au contraire, on peut tendre vers un tourisme réparateur où finalement les voyageurs prennent aussi plaisir parce qu'ils ont le sentiment de contribuer à un monde meilleur. Donc, sans tomber dans l'angélisme, il faut espérer qu'il y ait de plus en plus d'opérations de ce genre parce que justement, il faut prendre soin de la terre. On sait qu'on a juste l'usufruit de la terre qu'on va laisser à nos enfants. Il y a de plus en plus de voyageurs. On parle d'une croissance de 2 à 3% de manière structurelle. Donc, pour effectivement laisser la terre dans le même état qu'on l'a trouvée, il est nécessaire de mettre en place ce type d'opérations qui, en plus, peuvent contribuer à attirer justement des touristes respectueux de l'environnement. De tourisme. De touristes, effectivement. Je rebondis sur ce que vous dites, Linda Lenné. Je voulais qu'on prenne un ou deux exemples justement de l'impact du changement climatique sur nos destinations, sur les destinations tourisme. En Allemagne, je voyais en préparant cette émission que le tourisme fluvial a été ralenti par le manque d'eau ces derniers mois. Le niveau était tellement bas qu'il a laissé apparaître des pierres au Moyen-Âge. Là, typiquement, on est sur un exemple des conséquences du réchauffement climatique sur une destination touristique. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a aussi l'exemple, bien sûr, de Venise. On sait très bien que Venise... C'est l'exemple parfait, Venise. Voilà, pourrait être victime de submersion. En plus, les palais ont tendance à s'affaisser. Donc oui, il y a aussi dans les gorges du Verdon des années où il manque de l'eau, tout simplement pour faire du kayak. Donc ça remet en cause toute la chaîne de valeur et toute l'activité touristique, puisqu'il y a des opérateurs qui sont spécialisés justement dans, par exemple, la location de canoës. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper les changements climatiques et puis se préparer à de nouvelles activités. Autre exemple, la mer de glace qui devrait perdre encore au moins 80% de son volume d'ici la fin du siècle, Gavin Clément-Ruiz. Comment est-ce qu'on fait pour justement arriver à lutter justement contre tout cela, même quand on voyage? Je pense qu'il y a une espèce de pédagogie du voyageur qu'on peut justement avec les guides. Alors moi je parle pour le routard, mais c'est vrai que je parlais des pas de côté tout à l'heure. C'est vrai peut-être changer nos habitudes, changer nos mouvements, changer nos voyager moins mais mieux. Pas forcément moins, mais mieux peut-être. Alors, sans être donneur de leçons non plus, mais c'est vrai qu'on peut peut-être donner des petits tuyaux, des petites astuces. On a mis là dans les prochains guides qui vont sortir. Alors par exemple, donnez-moi un ou deux tuyaux si demain je voyageais de manière écologique. Par exemple, justement, manger locavore, manger local, plutôt que d'aller acheter quelque chose qui vient de l'autre bout du monde, qui a consommé. On mange local. On mange local. On achète nos produits dans des établissements qui sont produits sur place, où on va aller chez un hôtelier qui vit sur place et non pas une grande chaîne où l'argent, on ne sait pas où il va et d'où il vient. Et donc là, on va aider des gens de façon locale. Ça, c'est des conseils qu'on donne justement dans les routards. Ça, c'est tout nouveau. Là, on va dans toute la nouvelle collection qui va arriver, donner des petites astuces. Ou alors, plutôt que là, j'ai ma gourde avec moi, voyager avec sa gourde plutôt que d'avoir ça. C'est des petits trucs. Des petites choses. C'est du bon sens. On révolutionne pas le système. Mais voilà, on rentre, on s'habitue et on va pouvoir avoir des nouvelles habitudes de voyage. Linda Lenné, il y a une petite musique qui est dans l'air depuis quelques mois maintenant, qui explique que peut-être un jour il y aura ce qu'on appelle une sorte de passeport vert. On aura par exemple droit à 4 voyages en avion durant toute notre existence. Est-ce que vous sentez que ça commence à prendre le chemin ou ça c'est une idée dans l'air qui ne verra jamais le jour? Alors effectivement, Jean-Marc Jancovici, le président du Shift Project, a émis cette hypothèse qui pour lui est vertueuse. Il pense qu'il faudrait se résoudre à voyager seulement 4 fois dans sa vie en avion. Il y a un certain nombre de voyageurs qui entendent cette petite musique, qui changent de comportement. Alors, ils vont peut-être prendre l'avion une année sur 2, limiter également les voyages en avion. Voyager près de chez eux, par exemple. Sur le court courrier ou sur le moyen courrier. Prendre le train nuit. L'an dernier, 1 million de personnes ont pris un train nuit d'après la SNCF. C'était une année, pas record, mais une année quand même très importante de croissance. Donc, certains Français vont utiliser des transports plus doux et puis d'autres, en fait, vont continuer à voyager comme avant. Il y a, par contre, des personnes qui ont peur de l'émergence un jour d'un quota carbone et se disent tant que je peux voyager,
j'en profite. J'en profite à fond. Voilà, tant qu'il n'y a pas de régulation, parce qu'on voit que les régulations se multiplient, eh bien, j'essaie justement de découvrir le monde. Et je pense que la raison voudrait quand même qu'on soit tous un peu moins mondophage, un peu plus responsable et qu'on limite peut-être l'avion à des voyages long courriers ou à des voyages moyens courriers qui sont complexes, qui demandent beaucoup de correspondance. Et ça sera le mot de conclusion. Merci beaucoup Linda Lenné d'avoir été notre invitée. Merci à vous également Gavin Clémente Ruiz d'avoir été les invités donc de ce 64 minutes. Merci à tous les deux.